le micro. Il est midi. Du coup, on peut lancer, c'est bon ? Ok, extra. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne sais pas, vous m'entendez bien, tout va bien ? Ok, super. Donc je me présente, Maude Danel-Fédou, je suis associée sur les sujets climat-ressources chez KPMG, en conseil dans le centre d'excellence ESG, donc une équipe de 130 personnes dédiée à l'ESG. Voilà, je suis ravie de vous accueillir sur cette table ronde dans lequel nous allons parler du sujet du nexus climat-nature. Alors, je pense que je vais quand même commencer par définir le terme nexus. Oui, je vois des yeux qui me disent oui, c'est mieux. Comme ça, on saura qu'on parle tous de la même chose. Donc, le nexus, ça désigne en fait des choses qui sont très imbriquées, qui ont des liens de causalité, mais des liens croisés. Donc l'un entraîne l'autre et ça peut créer des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est nexus, c'est imbriqué. Voilà. Ce terme a pris pas mal son essor en fait depuis décembre 2024, quand l'IPBES a publié un rapport sur le nexus entre le climat, l'eau, l'alimentation, la santé, la biodiversité et donc tous les effets croisés de ça. Et donc c'est un très long et très beau rapport que je vous invite à lire et on en citera quelques données ici. Donc ce nexus climat-nature, avant de laisser la parole à nos différents intervenants, ce qu'on voulait en dire, je voulais vous citer deux exemples qui montrent son existence. Premier exemple, qui est souvent le plus simple à comprendre, c'est le nexus entre le climat et l'eau. A priori, on a tous à peu près en tête les impacts du climat sur le cycle de l'eau. Et on a tous aussi à peu près en tête que l'industrie a largement besoin d'eau. Donc le premier exemple, c'est un exemple qui date de 2021. Il y a eu une grosse crise à Taïwan. Pendant 3 mois, il n'y a pas eu d'eau, il n'a pas plu. C'était un record historique. Taïwan, c'est le premier producteur de microprocesseurs. Et donc, en fait, ça a mis à l'arrêt, pendant cette période, toute la production de microprocesseurs, donc 50% de la production mondiale. Ça a eu des effets pendant 3 ans sur la chaîne de valeur automobile. Ça a été 100 milliards de pertes pour l'automobile uniquement européen. Parce que dans une voiture, il y a plus de 900 microprocesseurs. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est sujet climatique, c'est souvent des sujets d'eau, première chose. Et deuxième chose, un effet quelque part sur un de vos sous-traitants, voire un des sous-traitants de vos sous-traitants à l'autre bout du monde, va avoir des effets sur votre chaîne de valeur et sur votre activité en direct. Ça, c'était le premier exemple, assez simple, climat-eau. Je voudrais citer un deuxième exemple qui est très parlant, plus complexe et plus complet autour de la chaîne de valeur du cacao. Donc le cacao, 60-70% de la production, c'est en Afrique de l'Ouest, entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et jusque vers le Cameroun. Ces pays sont soumis au réchauffement climatique, zone tropicale, donc réchauffement climatique assez intense. Les rendements du cacao baissent. On voit ça depuis quelques années. Les chiffres, c'est la nature, hein, donc les chiffres ne sont pas extrêmement clairs, mais quelque part, 20-30% de baisse. Qu'est-ce qui a créé cette baisse ? Pareil, la nature, donc beaucoup de facteurs. Difficile d'analyser chaque facteur de façon très claire, mais il y a eu plusieurs effets. Premier effet, l'augmentation de la température. Deuxième effet, la variation dans les précipitations, avec une saisonnalité de précipitations qui change, des événements extrêmes, puis des sécheresses. Les précipitations, ce changement des précipitations, il est causé par le dérèglement climatique, mais il est également causé par les déforestations. Déforestation qui elle-même est largement causée par la culture de cacao. Autre effet de la déforestation, la réduction de la pollinisation, qui elle-même vient réduire le rendement du cacao. Autre effet croisé, enfin, sur cette déforestation, de façon un peu plus indirecte, c'est l'appauvrissement des sols qui, une fois de plus, a cet impact sur les rendements du cacao. Donc, voilà tous ces effets croisés des nexus climat-nature
sur le cacao. Qu'est-ce que ça a amené? Première chose, baisse des rendements. Et donc, c'est encore pour les agriculteurs, planteurs de cacao, c'est encore un peu plus de précarité. Deuxième chose, baisse des rendements, baisse de la production. 20% de baisse de la production. D'avril 2023 à avril 2024, ça a été plus 400% sur les prix. Pourquoi? C'est une commodité, donc c'est un phénomène de marché. Quand l'offre commence à être inférieure à la demande, les prix augmentent beaucoup plus forte que cet écart. Effet. Premier effet, augmentation des prix aux consommateurs. On en a pas mal entendu parler au moment de Noël, on n'en a rien entendu parler au moment de Pâques. Bon, très bien. On peut se passer probablement de chocolat. Et autre impact très fort sur les producteurs, sur les sociétés de négoce, qui du coup se sont retrouvés en fait avec des enjeux de trésorerie énormes, n'ont pas tous réussi à lever de la dette à court terme, et donc le cours des actions a chuté, et certains se sont retrouvés dans des situations financières, je vois Gisèle qui hoche de la tête, assez complexes. Donc voilà le deuxième exemple que j'avais en tête. Je voulais passer la parole à Charlotte Migne, VP Sustainability chez Suez. Vous êtes également, vous aussi, vous êtes vraiment sur le terrain, au sein des territoires. Donc Charlotte, peut-être si tu peux commencer par te présenter et ensuite nous dire ce que toi tu vois, vous voyez sur Suez, sur ces sujets de Nexus Climat Nature. Bonjour à tous, oui, vous m'entendez, ça va à peu près, malgré le bourdonnement derrière de la bulle. Donc moi je suis en charge du développement durable chez Suez. Suez aujourd'hui intervient dans toute la chaîne de valeur de l'eau, de la production d'eau potable à la distribution en passant par le traitement de l'eau usée, et toute la chaîne de valeur des déchets, donc la collecte, le traitement, la valorisation, le recyclage, le tri, aussi bien pour les collectivités que pour les industriels. Donc on a une vision un peu on va dire très, très globale de ce sujet, de ces deux sujets qui sont eux-mêmes, je ne sais pas si on dit nexusés, mais j'invente des mots, sur toute la chaîne de valeur et dans le monde entier. Les exemples qu'a donné Maude sont effectivement extrêmement vrais et prégnants chez nos clients aujourd'hui. Et dans les déchets et dans l'eau. Aujourd'hui, on constate effectivement, et ça je pense que je vais enfoncer une porte ouverte maximale, mais un enjeu de raréfaction et de disponibilité de la ressource, aussi bien en eau, mais aussi de surabondance. Donc ça, c'est le premier sujet. Tant et si bien que certains industriels commencent à travailler le prix de l'eau, comme on a pris du carbone, le prix de l'eau manquante, et ça commence à impacter très largement les plans d'investissement de nos clients, et heureusement d'ailleurs. Et sur le sujet il y a du coup des tensions très fortes dans des sites industriels. On peut penser à Dunkerque. Alors c'est pas évident qu'il y ait une tension dans l'eau à Dunkerque, mais c'est le cas, et ça peut mettre en péril l'installation de zones industrielles et donc l'industrialisation de la France de manière générale. C'est aussi le cas sur la tension des ressources, évidemment, effectivement, dans la chaîne de valeur, sur des métaux critiques, des métaux moins critiques. Et donc on a beaucoup d'industriels qui sont en train d'internaliser la circularité, et ça c'est très bien pour tout le monde, mais du coup ça a un impact majeur sur la gestion des déchets, puisque il y a des sortes de collaborations verticales qui se font afin de récupérer les métaux qui sont par exemple dans l'automobile. C'est l'exemple probablement le plus abouti. Et enfin, le sujet majeur du changement climatique aujourd'hui, c'est l'impact sur la qualité de l'eau aussi. C'est-à-dire que moins il y a d'eau, plus elle est concentrée, plus la pollution est concentrée, et plus il y a des sujets de qualité d'eau. Donc le sujet qualité est aussi lié au changement climatique, et donc on voit que tous ces éléments sont interconnectés. Nous, chez Suez, on a du coup deux types d'actions. On va venir sur les solutions plutôt en deuxième partie, mais pour continuer à enfoncer le clou du problème, on intervient en tant qu'acteur industriel pour limiter nos propres risques, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus d'eau, on a un petit problème de business model, nous aussi, mais c'est le cas chez nos clients. Et donc, on développe des outils de prédiction sur l'hydrologie. Mais ça, on le fait déjà à large échelle depuis longtemps sur des grands territoires, mais de plus en plus, on fait des outils territoriaux, parce que le sujet étant un sujet éminemment local, l'enjeu pour nos clients, c'est de savoir à l'avance quels seront les problèmes de surabondance ou de pénurie de ressources. Et donc, de plus en plus, on est sur un sujet de modélisation et d'anticipation des crises. Le deuxième point, c'est qu'on travaille beaucoup en R&D. On croit à la science. Je pense que tout le monde ici
est aligné avec ce propos. Et donc, on travaille beaucoup avec les chercheurs. On a doublé notre budget de R&D de telle manière à pouvoir à la fois mieux prédire les crises, mais aussi analyser l'impact de nos activités sur les milieux récepteurs, puisque quand on traite de l'eau, on rejette de l'eau, et quand on rejette de l'eau, on a un impact sur l'environnement. Et ça, en fait, on avait des seuils réglementaires depuis longtemps, mais l'analyse de l'impact réel des eaux usées, rejetées, voilà, c'est des choses sur lesquelles on investit beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être le dernier point, c'est qu'on a systématisé maintenant l'impact de la biodiversité dans tous nos nouveaux projets. Donc il n'y a aucun nouveau projet chez Suez qui sort si il n'y a pas eu les analyses dûment menées d'impact sur la biodiversité. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces analyses d'impact, elles sont à la fois au niveau macro et au niveau local. Et donc, de fait, on peut agir sur les deux mailles. Voilà. Peut-être pour la partie analyse, c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Gisèle, ça va être à vous la parole. Gisèle Ducrot, ESG Risk Manager chez CACIB. La question que je voulais vous poser, c'est vous, au niveau de la banque, est-ce que vous arrivez à les mesurer, ces risques, à les voir? La BCE dit que 72% des entreprises européennes sont à risque du fait de leur dépendance écosystémique. Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez ? Bonjour à tous. Oui, donc je suis en charge de la gestion des risques ESG chez CACIB, en fait, qui est la banque d'affaires du Crédit Agricole. Alors le Crédit Agricole, je vous le présente pas, mais c'est un groupe qui a la particularité de par sa fonction retail, de toucher les gens partout, au coin de la rue, entre guillemets, les agriculteurs, jusque nos métiers en banque d'affaires, où là nos clients sont les grandes entreprises internationales. Et même très international, ce qui représente pour nous effectivement un enjeu en termes de gestion des risques, c'est d'avoir une vision qui soit aussi large que possible, avec des impacts et des capacités d'analyse qui peuvent différer en fonction des zones géographiques de nos clients. Donc effectivement, poussé par le régulateur, mais pas seulement, aussi pour des questions de gestion des risques. On travaille beaucoup sur l'intégration en fait de l'analyse de ces risques environnementaux, sociaux. Donc dans environnemental, il y a effectivement la partie physique, climatique, et maintenant la partie biodiversité. Alors c'est vrai que de fait, on a un peu plus de maturité parce qu'on a été un peu plus poussé, et puis parce que la taxonomie a existé plus tôt, à évaluer la partie climatique en fait de nos transactions. On travaille de plus en plus sur la capacité à analyser de mieux en mieux l'exposition de nos portefeuilles à ces risques liés à la biodiversité, puisque nous on la regarde finalement de deux côtés. On la regarde du côté en fait impact potentiel de nos clients vis-à-vis de cette biodiversité, et en quoi ça peut finalement avoir des contraintes financières pour eux, et en quoi ils sont dépendants, à contrario, à la biodiversité. Et c'est ces deux éléments qu'on regarde, avec un vrai enjeu qui est celui lié aux données. D'abord à la disponibilité des données à l'international, comme je vous l'ai dit, l'Europe, grâce à la CSRD, commence à nous donner un peu plus d'éléments, mais c'est pas le cas partout dans le monde. L'accessibilité des données, notre capacité en fait à la voir vraiment, puisque comme je vous le dis, nos financements sont partout dans le monde, et donc on ne sait pas forcément exactement où se trouve exactement la localisation technique des transactions que nous pouvons faire. Et donc ça, c'est vraiment notre enjeu secondaire. Il y a une question aussi d'harmonisation des données au niveau européen, puisque aujourd'hui, vous le savez très bien, même sur le plan climatique et carbone, il n'y a pas forcément d'harmonisation totale des déclaratifs. Et donc, on a encore plus le problème sur la biodiversité. Donc, c'est une thématique qui avance. La prise de conscience avance aussi. Elle est de fait souvent meilleure encore chez nos clients que au sein de la banque. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels nous travaillons pour installer un dialogue de plus en plus ouvert. Merci beaucoup Gisèle. Donc les risques, on les voit, on apprend à les mesurer, à trouver les bonnes quantifications. La deuxième partie, le deuxième sujet sur lequel je voulais nous amener aujourd'hui, c'est le pourquoi de cette évaluation intégrée climat-nature.
Donc nous, c'est une conviction qu'on porte chez KPMG. Il faut faire ces analyses de façon intégrée. Ça permet des synergies, ça permet de mieux voir les enjeux, d'avoir une vision plus stratégique et peut-être moins orientée sur les risques. Mais nous avons parfois des réticences qu'on voit chez nos clients et dans les entreprises, notamment avec une vision un peu réglementaire des choses, réglementaire, organisationnelle, en disant nous on a organisé, on a climat d'un côté, on a nature de l'autre. La réglementation dans les ESRS, il y en a une qui fait climat, il y en a une qui fait biodiversité, il y en a une qui fait ressources, l'autre qui fait eau. Est-ce qu'on peut vraiment combiner tout ça Et donc je vais me tourner vers toi, Stéphane. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Qu'est-ce que tu leur réponds? Et est-ce qu'on peut bien faire cette évaluation intégrée? Merci Maude. Je suis Stéphane Baudet, directeur au sein du Centre d'excellence ESG de KPMG et responsable des sujets nature, donc eau, forêt et biodiversité. Effectivement, c'est des tendances qui commencent à émerger d'intégrer le climat et la nature, tout simplement parce qu'on est sur un même système planète. Et si vous voulez mesurer à quel point les évolutions de rendement, voire les risques de rupture d'approvisionnement de telle ou telle matière première agricole, à quel point vous êtes en risque sur l'eau, ça n'a pas tellement de sens de ne considérer que le volet climat ou que le volet nature, dans la mesure où ces choses-là sont impactées par les deux à la fois. Il faut avoir une vision systémique. Donc nous avons en particulier travaillé pour un grand groupe du CAC 40 qui est dans le secteur des biens de consommation, qui avait déjà fait des évaluations sur le climat, des études sur la nature et qui désirait maintenant avoir une évaluation intégrée de ces risques et opportunités liés au climat et à la nature. Et donc, on est allé jusqu'à une évaluation quantitative de leur impact financier sur le groupe à différents horizons de temps et selon différents scénarios. Et ça a pu montrer quel était l'impact concret sur le modèle économique du groupe. Donc, on a pu voir à travers ces travaux-là que c'est pas seulement, finalement, les sujets nature sont pas seulement une question de responsabilité, de limiter l'impact des activités économiques sur la biodiversité, c'est aussi une question de performance et de résilience du modèle d'achat d'un acteur économique. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, les cadres réglementaires, comme tu l'évoquais, Maude, et volontaires d'ailleurs de reporting, abordent encore souvent le climat et la nature de façon séparée. Je pense notamment à la CSRD avec son ESRS E1 d'un côté, E4 de l'autre, E3 sur l'eau, mais aussi au Carbon Disclosure Project qui aborde les deux sujets séparément. Mais pas tous, notamment un des plus récents, la TNFD, donc le cadre de reporting volontaire international sur la nature, lui promeut une lecture intégrée et systémique des enjeux climat et nature. Du côté financier aussi, Gisèle, la Banque Centrale Européenne et l'autorité bancaire européenne utilisent maintenant les termes de risques environnementaux pour parler des risques climat et nature au sens large. Et au niveau international, le NGFS, qui est le réseau international des régulateurs financiers, travaille depuis plusieurs années à la mise au point d'outils, notamment de scénarios intégrés nature et climat, qui vont permettre d'évaluer, de faire des stress tests, etc., qui prennent en compte l'ensemble de ces aspects de façon intégrée. Chez notre client, le fait d'avoir eu une approche intégrée a eu un certain nombre de bénéfices. Premièrement, ça a permis de renforcer la cohérence des analyses et de montrer qu'il y avait un certain nombre de points de vulnérabilité combinés où, quelque part, le groupe était à la fois sous le feu du changement climatique, mais aussi de l'érosion de la biodiversité, et donc de renforcer la cohérence de ses actions et de sa stratégie en ayant une stratégie intégrée. Ça a été un levier structurant pour initier un dialogue stratégique à la fois en interne et notamment de pouvoir montrer les effets de ces enjeux-là au niveau du comité exécutif et de montrer que les sujets nature n'étaient
effectivement étaient des vrais sujets business avec un vrai impact qui est non négligeable sur le chiffre d'affaires. Ça a été aussi un levier de dialogue avec les investisseurs et avec les partenaires financiers, notamment autour de sujets comme les chaînes de valeur, l'eau, la dépendance aux écosystèmes et la résilience du modèle économique. Je voulais revenir, merci beaucoup Stéphane, je voulais revenir sur un des points, Gisèle, que Stéphane a cité. On voit qu'aujourd'hui, dans le secteur bancaire et financier en particulier, les indicateurs sont maintenant des indicateurs, une vision des risques vraiment environnementaux. Mais avec cette difficulté de mesure, de suivi que tu identifiais tout à l'heure, je pense que c'est important que tu nous en redises plus. On le voit, les enjeux, ils sont financés. On a besoin de financer toutes ces solutions et on a besoin d'avoir aussi tout le système financier avec les entreprises pour construire ces solutions de demain. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a la demande du régulateur qui nous pousse vers une meilleure analyse. Donc, avec pour nous l'enjeu, mais qui est en fait de fait un enjeu de gestion des risques, de risque de crédit, d'essayer d'analyser quel peut être potentiellement l'impact de la biodiversité et du climat sur les transactions de nos clients. Et là, c'est vrai que ça va relativement vite pour le monde bancaire et donc on manque un petit peu de clés de lecture commune. C'est d'ailleurs ce qu'on dit aux régulateurs, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas de taxonomie telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui sur la partie climat, mais néanmoins c'est quelque chose qui avance parce que de fait on constate un risque de crédit potentiel sur les contreparties liées à ces thématiques. Puis au-delà de la gestion des risques, on essaie aussi de travailler la partie opportunités financières, opportunités de financement. Donc en travaillant notamment sur tous les projets divers, les projets liés à l'énergie verte, l'hydro, etc., avec les contraintes qui sont aussi liées à la biodiversité, les thématiques de renaturation, qui sont pour nous aussi des pistes d'investissement qui sont très intéressantes. Et puis le Crédit Agricole travaille forcément au niveau groupe entier sur les thématiques d'agriculture dite verte qui sont pour nous un enjeu aussi très important. Merci beaucoup. Donc on a fait l'état des lieux, on a vu les risques, on voit comment on réussit à les mesurer. On va rentrer dans la troisième partie. Charlotte est prête sur son micro. Solution. Enfin, on y arrive. Suez, vous êtes au cœur des solutions, vous en proposez énormément. Charlotte, vas-y. Oui, alors peut-être déjà pour rebondir sur le frein régulatory, organisationnel des synergies entre climat et nature. Nous, chez Suez, on a... En fait, déjà, c'est un peu facile pour nous, puisque comme notre cœur de métier, c'est la préservation des ressources, en tout cas l'utilisation des ressources, c'est un peu évident qu'il faut lier les deux. Mais je dirais qu'il y avait peut-être 3 raisons pour lesquelles on a travaillé ce sujet-là de manière très commune. Le premier, c'est qu'avant même le rapport de l'IPBES, nous, on a travaillé à partir de la théorie du donut, que sûrement certains d'entre vous connaissent, qui est de dire qu'en fait, à un moment donné, la license to operate de l'entreprise, elle se fonde sur la capacité sociale d'un territoire à absorber l'activité de l'entreprise et elle est limitée par la capacité des limites planétaires. Et donc ça, c'était très fort dans la construction de notre feuille de route de dire finalement il y a 3 piliers dans la feuille de route de Suez, un pilier climat, un pilier nature, un pilier social, et ils sont non seulement interconnectés mais aussi importants les uns que les autres. Voilà. Et ça, c'est assez, on va dire, c'est à la fois très simple et très partagé au sein de l'entreprise et du coup ça nous a beaucoup aidé. La deuxième raison pour laquelle on a beaucoup travaillé le lien entre climat et nature, c'est une raison, j'ai envie de dire, quasiment de processing ou de conduite du changement. C'est-à-dire que ce qui marche aujourd'hui chez nos clients ou chez les industriels ou même chez notre top management, c'est l'autoroute du climat. J'ai une feuille de route neutralité carbone, j'ai des indicateurs, je sais mesurer, je sais les mettre en face de KPI financiers, etc. Et donc on a essayé de faire la même chose sur la nature, tout simplement parce que ça nous aidait à convaincre. Voilà. Et donc de fait, c'était une autre raison. Et puis la troisième, c'est qu'évidemment, quand on a des clients qui travaillent dans l'eau et les déchets,
leur expliquer que travailler sur les sujets nature, ça va les aider dans leur feuille de route climat, c'est un argument complémentaire pour vendre des solutions, parce que comme vous, industriels ou acteurs économiques, quand on veut faire du développement durable, il faut aller chercher le financement pour faire ces actions, et pour chercher le financement, il faut lever des points de conviction. J'en viens aux solutions, et je vais être très rapide, Maud, je te promets. Il y a plusieurs types de solutions sur lesquelles en fait on arrive à combiner impact sur le climat et impact sur la nature. La première, évidemment, c'est quand on préserve la ressource, parce que ça va se l'en dire, mais quand on évite les fuites, quand on évite d'émettre, de prélever dans les ressources naturelles, de fait, on a moins de production et donc on a un impact GES d'émissions évitées qu'on essaie d'utiliser avec parcimonie, avec beaucoup de précautions. Mais malgré tout, la notion d'émissions évitées, même si quantitativement elle est discutable, elle est réelle. Donc ça, on travaille beaucoup sur ces sujets de préservation de la ressource parce que ça a un impact sur le PNL direct. Le deuxième jeu de solutions, c'est la circularité. Évidemment, le but étant de maximiser la circularité. Alors on pense beaucoup à la circularité dans les déchets, évidemment, d'avoir des chaînes de valeur qui soient intégrées pour éviter d'utiliser des matières premières, mais plutôt des matières recyclées. Mais dans l'eau, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a une station d'épuration qui émet des boues, en fait, on récupère ces boues, soit pour faire de l'épandage, soit pour faire de la valorisation énergétique. Et donc, on travaille la circularité au sein même de nos usines. Donc, c'est évidemment un point fort. Le troisième point, qui est moins évident et peut-être un peu plus confidentiel, c'est l'idée que les solutions fondées sur la nature vont avoir un impact sur le climat. Et donc, nous, on travaille beaucoup dans la préservation de l'eau et notamment dans le traitement de l'eau usée sur des solutions fondées sur la nature à partir par exemple, de zones humides ou de zones de rejet végétalisé qui vont permettre d'utiliser moins de polluants chimiques qui sont évidemment très impactants pour notre scope 3 et le scope 3 de nos clients. Et enfin, je dirais qu'il y a une des solutions qui commence à apparaître, qui sont les solutions de mise à disposition de ressources alternatives en eau. Alors c'est un peu tabou, mais on y va quand même, c'est pas grave. Un des enjeux pour éviter des problèmes de salinisation des nappes, c'est de la réinjection d'eau usée, la réutilisation d'eau usée. Alors évidemment, on connaît l'eau usée pour arroser les plantes dans les collectivités, mais ça se fait beaucoup plus et beaucoup plus souvent structurellement pour réalimenter les nappes et éviter qu'elles soient salinisées par l'eau de mer quand il y a moins d'eau dans les nappes. Et le deuxième point, c'est le sujet du dessalement. Alors, le dessalement en France, c'est encore un sujet compliqué et c'est normal parce qu'on n'a pas besoin de dessalement en France. En revanche, ce qui commence à apparaître, c'est des solutions dans le monde quand vraiment il n'y a plus d'autres solutions ou quand on met en place une gestion structurelle de l'eau, des solutions d'appoint. C'est-à-dire l'idée, c'est que pour certains industriels, d'aller travailler sur des solutions de dessalement de telle manière que quand on est en moment de stress hydrique, on puisse alléger la pression sur les nappes et l'eau utilisée par les citoyens pour pouvoir, on va dire, maîtriser et garder une forme de maîtrise sur la souveraineté industrielle. Voilà. Donc, c'est tout le panel de solutions. Il y en a évidemment plein d'autres, mais l'idée, c'est de dire que l'évaluation du Nexus, c'est important, mais il y a aussi la mise en action qui est absolument critique. Voilà. Merci beaucoup. Avec effectivement des solutions. On a aussi à cœur, et donc merci de l'avoir présenté ces solutions, nous aussi, à chaque fois qu'on travaille sur les sujets de risque, de mettre en face une opportunité. C'est quand même beaucoup plus mobilisateur. On parle à chaque fois des sujets climat, des sujets nature, comme des contraintes, comme des risques, comme des coûts. Si on veut engager les entreprises, si on veut remettre ces sujets au cœur de la stratégie, intéresser les directions générales et intéresser aussi les directions financières, il faut absolument créer des opportunités, les identifier, les quantifier, les chiffrer. Stéphane, est-ce que tu as toi aussi quelques exemples, un ou deux, à nous soumettre de solutions ou d'opportunités climat-nature ? Oui, tout à fait. Ce qu'on peut voir chez nos différents clients, c'est que ce nexus climat-nature, en fait, il joue sur l'ensemble de la chaîne. Il va jouer sur l'amont, sur les matières premières, sur l'approvisionnement, sur les opérations propres de l'entreprise, sur ses usines, sur ses outils de production, et aussi sur l'aval, parce que dans un monde plus chaud, dans un monde où il y a moins d'eau,
eh bien, les habitudes et les demandes des clients, qu'il s'agisse de consommateurs particuliers ou d'entreprises, évoluent. Et il faut pouvoir s'adapter et anticiper ces évolutions. Et donc, on a pu identifier un certain nombre d'opportunités qui illustrent bien ce nexus entre climat et nature. Sur l'amont, revoir les stratégies de sourcing. Quand vous avez une volatilité de plus en plus grande, voire des risques de rupture d'approvisionnement sur des matières premières biosourcées dont vous dépendez très fortement, eh bien, ça peut être intéressant et c'est même rentable sur le moyen et long terme d'aller renforcer vos liens avec vos producteurs, voire même d'intégrer certaines parties de votre chaîne de valeur pour ne plus être en risque sur des matières premières non substituables. Voilà, donc je pense à certaines matières comme l'huile de palme, comme le bois, comme la gomme goire, etc. Donc ça amène les groupes à regarder, à revisiter leur schéma de sourcing. Sur ce qui concerne les usines, pour fonctionner, ont besoin d'une certaine quantité d'eau, certes, mais aussi d'une certaine qualité de l'eau. Donc, quand vous voyez tendanciellement la qualité de votre approvisionnement en eau qui se dégrade, soit vous pouvez, comme on l'a fait depuis longtemps, amener des solutions technologiques, des filtres, des membranes, de la purification. Ça coûte cher. Soit vous pouvez investir dans les services que la nature est capable de vous rendre. Et dans ce cas-là, vous restaurez des écosystèmes autour de vos bassins versants. Et ça, d'un point de vue rapport coût-efficacité, c'est beaucoup moins cher que les solutions technologiques. Voilà, et on a déjà des exemples de ce type d'approche, notamment je pense à Danone et avec ses impluviums qui regardent de manière très attentive et investit dans les écosystèmes, dans la qualité des pratiques agricoles autour de ces sources. Et enfin, vous avez aussi une autre illustration d'opportunités climat-nature là, qui est un peu plus ambiguë, qui sont dans le remplacement des produits pétrosourcés. Quand vous devez réduire votre dépendance au pétrole, et non seulement au pétrole énergie, mais aussi au pétrole matière première, vous avez deux grands types de solutions. Le premier type de solution, c'est d'aller mettre en œuvre tous les leviers de l'économie circulaire. Et le deuxième levier, c'est la substitution. Et qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse de matériaux, qu'il s'agisse de molécules, les produits biosourcés amènent un certain nombre de produits de substitution, mais dans le même temps, plus s'appuyer sur les biosourcés, c'est aussi renforcer sa dépendance à la nature. Donc là-dessus, il faut faire attention aussi aux risques de volatilité, de rupture d'approvisionnement, etc., qu'on avait déjà considéré par ailleurs. Voilà. Et donc, je répète, ici, on est vraiment sur des choses qui commencent à sortir de l'épaisseur du trait et dont on peut calculer vraiment, par la modélisation, un impact qui est réellement significatif sur les chiffres d'affaires de grands groupes. Donc il y a des solutions, des nouveaux modèles économiques. Comment est-ce que vous voyez leur évolution Charlotte, Gisèle, Charlotte. Je commence alors. Du coup, peut-être juste, j'ai oublié un type de solution tout à l'heure et en t'écoutant, je m'en suis rappelé. La première solution, c'est quand même aussi que la nature séquestre du carbone. Et donc le sujet de la forêt, de la plantation des arbres et plus récemment tous les enjeux de biochar qu'on développe chez nous, chez Suez, c'est pour nous une solution assez prometteuse qu'on appelle une solution de séquestration carbone pour des décennies. Donc il faut réduire, il faut réutiliser. Il faut trouver des ressources alternatives pour s'adapter, mais j'entendais l'autre jour une métaphore que j'ai trouvée intéressante. Avant de commencer à éponger la fuite, il faut d'abord la boucher, mais le biochar, c'est effectivement une solution. Pour revenir sur ton point sur le modèle économique, en fait, pour conclure, je pense qu'il y a 3 grands leviers qui nous permettent d'agir sur ce nexus climat-nature. Le premier levier, c'est le levier du modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont un modèle économique qui n'est pas
j'enfonce encore une porte ouverte, mais qui n'est pas basé sur le coût réel de la nature. Et donc nous, c'est un peu pareil. Je vous donne l'exemple de l'eau qui est bien connu. Mais c'est pareil dans les déchets. Plus vous consommez de déchets, plus des gens comme nous seront payés. Plus vous consommez d'eau, plus des gens comme nous sont payés. Ça envoie pas vraiment un message qui va vers la sobriété. Donc l'enjeu, c'est de travailler de nouveaux modèles économiques. Et nous, depuis longtemps, on travaille sur ces modèles contractuels innovants qu'on appelle les contrats de performance, qui, assez basiquement, permettent de passer d'une rémunération sur les volumes à une rémunération sur la valeur. Ça a l'air bête. C'est pas si simple et surtout c'est très transformatif. Et donc dans le domaine de l'eau, il faut continuer à faire des investissements pour réparer les réseaux qui sont vieillissants, pour préparer les enjeux d'adaptation. Et pour ça, il faut absolument réfléchir à des modèles alternatifs. C'est pareil dans les déchets. Il y a beaucoup de collectivités, notamment la collectivité de Toulouse, de Limoges, mais plein d'autres, qui commencent à en fait incentiver les opérateurs de déchets sur la baisse qu'ils sont capables de proposer en matière de volume de déchets. Et ça, c'est intéressant pour changer les modèles. Le deuxième levier, c'est évidemment l'économie circulaire, mais l'économie circulaire à partir de ces métaux rares qu'on doit recycler, qui maintenant ont un business model. On sait par exemple que sur le plastique, il y a un tiers du plastique qui est recyclé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tiers du plastique qui n'est pas recyclable, donc il y a un enjeu de R&D évidemment, et il y a un tiers du plastique qui est recyclable, mais non, pour lequel il n'y a pas de business model. C'est-à-dire que nous, on peut le recycler, mais il n'y a pas de repreneur. Donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte qu'il y ait, alors évidemment, à ce qu'il y ait moins de plastique, ça va de soi, mais pour le plastique qui est en circulation, à ce que on ait un intérêt économique à recycler tout le plastique. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième levier, c'est l'économie circulaire. Et donc, ce qu'on fait quand on travaille avec des Nexans sur une chaîne de valeur intégrée sur les métaux, ou avec Renault dans The Future is Not All, quand on réfléchit à récupérer l'ensemble des véhicules usagés pour réintégrer dans des véhicules neufs. Enfin, aujourd'hui, il n'y a que, je crois, 10% des véhicules recyclés qui repartent dans des véhicules neufs. C'est juste une aberration. Donc ça, c'est un deuxième levier, évidemment. Et le troisième levier que j'ai oublié, c'est le lien, encore une fois, entre environnement et écosystème et social. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent le social, et c'est une erreur évidemment politique, c'est une erreur stratégique pour les entreprises. Et donc, parce que ces sujets sont locaux et des sujets globaux, il faut travailler avec son écosystème, les agriculteurs quand c'est pertinent dans sa chaîne de valeur, mais aussi les ESS. Et en particulier dans les déchets, nous on travaille beaucoup avec les ESS parce que les ESS proposent des solutions locales de réemploi, proposent des solutions locales de filières de recyclage dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents. Et donc la clé dans ces sujets, c'est surtout de ne pas faire le sujet Nexus climat-nature que d'un sujet environnemental, mais bien d'un sujet social. Voilà. Merci. Gisèle ? En bonne banquière, hein, je pense quand même que nous sommes dans une économie, donc en fait ce nexus climat-nature, une des possibilités de le résoudre, c'est aussi de valoriser économiquement ces éléments climat et nature. Alors, on commence à le faire, on manque bien sûr d'une clé de lecture commune, taxonomie commune, mais c'est vrai qu'on travaille sur des analyses d'empreinte écologique, que ce soit sur nos contreparties ou sur la chaîne de valeur. Donc, on travaille déjà au niveau sectoriel high level. Et après, peut-être pour donner un éclairage, on le constate, hein, pour travailler à l'international, même sans que ces clés de lecture existent de manière très formalisée, vous avez quand même des zones dans le monde, le Brésil, un certain type d'activité, par exemple liée à la déforestation. Alors sans être angéliste, hein, mais on s'aperçoit que cette notion, par exemple, de lutte contre la déforestation, de recyclabilité, de limitation de l'impact sur la ressource arrive. C'est-à-dire que le Brésil est un pays qui avance, l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises liées à ces activités-là avance, sans faire d'angélisme, mais ça veut bien dire que la transcription économique de cette valorisation commence à faire sens et que, nous, on croit fondamentalement que c'est aussi la bonne direction pour arriver à, peut-être pas résoudre le nexus, mais au moins à trouver ou à permettre de financer de plus en plus de solutions. Alors, merci. Alors, il nous reste 7 minutes 28. Donc, je ne vais pas faire la synthèse en vous paraphrasant tous les trois et en reprenant tout.
Je pense que les deux mots que je voulais peut-être ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit, pour inciter, peut-être convaincre ou vous aider à convaincre de cette nécessité de travailler sur les sujets des analyses des risques et opportunités, non pas seulement en risque, mais en risque et en opportunité, et non pas seulement en climat, mais en climat, nature et social. Charlotte a tout à fait raison là-dessus. Peut-être les deux arguments. Le premier, c'est que ça permet de sortir d'une vision du risque, ce que le risque fait sur l'entreprise, donc de regarder ce que fait l'inondation, ce que fait un manque de biodiversité, un manque de pollinisation, mais de repartir plutôt d'inverser la vision et de partir de l'entreprise et de regarder quels sont les processus critiques de l'entreprise, quels sont les enjeux, les matières, Stéphane, tu le citais tout à l'heure, les matières critiques de l'entreprise, comment est-ce que l'entreprise gagne de l'argent, quels sont les nouveaux business models qu'il y a et comment ces nouvelles activités vont être impactées par les risques climatiques, par les risques biodiversité, par les risques eau, par les risques aussi géopolitiques, et donc intégrer ces risques dans un ensemble de systèmes de risques, et là, regardez comment on les transforme en opportunités. Voilà, ça c'est peut-être la première chose, avoir cette vision plus systémique et cette vision opportunité absolument. La deuxième chose, c'était, je voulais vous reciter un chiffre du rapport de l'IPBES. On a commencé par là, on va refinir par l'IPBES. Qui dit, alors je le reprends parce qu'il y a beaucoup de zéros dans ce chiffre. Les stratégies intégrées pourraient faire gagner à l'économie 10 000 milliards de dollars d'ici 2030, et ça correspond à 400 millions d'emplois. Donc voilà, on parlait d'opportunités. Je pense que derrière ces 400 millions d'emplois, il doit y en avoir un certain nombre. Ce qui nous manque, c'est peut-être d'aller chercher ces exemples, de les passer à l'échelle, et un peu d'imagination. Je pense qu'on en a cité quand même déjà certains qui, j'espère, vous donnent des pistes de ces exemples d'opportunités, de nouveaux modèles d'affaires pour créer de la valeur autour du nexus nature-climat. 5 minutes exactement si vous avez une ou deux questions. Oui, bonjour, je suis Véronique Briquet-Logier, je préside une association de recherche et innovation sur le nexus eau, climat et patrimoine culturel. Et donc, je vous remercie d'avoir parlé de l'aspect social, mais vous en avez aussi parlé. Les parties prenantes sont très, très importantes. Donc, nous travaillons sur des living labs, nous travaillons avec des entreprises, avec les personnes sur le terrain. Et je pense que on parle beaucoup de risques, on parle beaucoup d'opportunités, c'est sûr, mais il faut absolument embarquer l'humain. Il faut embarquer les entreprises, les parties prenantes. Il faut embarquer vraiment la société au sens large. Et je pense que effectivement, au niveau bancaire, dans tous les aspects, on a besoin de ça. Donc voilà, c'était juste un commentaire. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Raphaël Véron, je suis chez Stellantis. Ma question était sur les conseils que vous avez pour faire passer ce nexus quand on s'adresse à un COMEX qui a déjà la tête pleine de KPI. Parce que le climat, c'est facile. Le CO2, c'est un chiffre, combien de tonnes émises, et une tonne émise en France, au Mexique, au Vietnam, sur le réchauffement climatique, même impact. L'eau, déjà, c'est beaucoup plus local. Ça dépend du stress hydrique, mais pas que. Et la biodiversité, encore plus. Donc, on atteint un niveau de complexité qui n'est pas du tout le même. Et ça peut être difficile de faire passer un message quand on demande aux gens d'intégrer beaucoup plus de KPI, beaucoup plus de complexité dans ce nexus qu'on essaie de développer au sein de la stratégie d'entreprise. Donc, quels conseils avez-vous pour communiquer ce nexus ? Merci. Merci pour la question. C'est un peu ce que je disais à la question 2. C'est bien la raison pour laquelle on a intégré les deux ensemble, nous, climat et nature. C'est parce qu'on a surfé sur l'autoroute du climat pour faire de la pédagogie auprès de nos décideurs.
Bon, c'est un peu plus facile, évidemment, quand on travaille dans l'eau. Mais ça, le sujet du prix de l'eau, clairement, le prix de l'eau manquante, du réel prix de l'eau. Il y a des boîtes qui ont multiplié par 10 le prix de l'eau réel pour montrer quel était le prix de l'eau. Et puis, je pense que la résilience de la supply chain, quand même, pour les grandes entreprises, c'est un sujet qui commence à être assez mature. Je dirais que la crainte, elle est presque plus, encore une fois, conduite du changement. C'est-à-dire que trop de problèmes, j'ai tendance à me cacher. Donc déjà, le climat, c'est chaud. Mais alors, si vous m'en rajoutez 15 autres, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que il faut manier le sujet opportunité avec, encore une fois, parcimonie, parce qu'on a vite fait de dire que le changement climatique, c'est une opportunité. Mais pour autant, il faut montrer qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Voilà. C'est un maigre conseil, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de le faire. Et puis après, ça dépend du secteur d'activité en fait du COMEX auquel vous vous adressez. Il est clair que dans l'agroalimentaire, il y a déjà beaucoup de COMEX qui ont bien intégré le sujet. Donc après, voilà, il faut essayer de montrer quels sont les éléments clés du sujet, faire preuve de pédagogie. Mais comme pour le climat tout au début. Et peut-être pour ajouter aussi, c'est effectivement pas de multiplier les indicateurs. Surfer sur la vague du climat, et c'est vraiment un des avantages du Nexus, c'est de mettre la nature avec le climat, de montrer les opportunités et de chiffrer. Alors chiffrer pas les impacts, c'est pas forcément ça, c'est chiffrer en fait ce que ça veut dire pour l'entreprise, ce que ces dépendances représentent. Stéphane en parlait. Ce que ça représente en termes de risque sur le revenu, et ce que ça représente aussi en termes de coûts additionnels à long terme. Et à partir de là, on arrive normalement à avoir un intérêt des directions financières qui sont quand même une partie prenante intéressante de l'entreprise. Les autres choses que nous on fait régulièrement, c'est d'impliquer tout le COMEX, voire même plus large en fait, et de commencer par des appels, des discussions avec les différentes personnes pour avoir leur point de vue sur leur dépendance nature-climat. Et donc en fait, vous prenez les gens là où ils en sont, vous parlez avec eux, et petit à petit, comme ça, vous les amenez à devenir partie de la solution. C'est aussi une autre chose qu'on fait. Et moi, j'insiste quand même, oui, on a vite fait de dire opportunités, mais il faut les trouver, ces opportunités. Il faut trouver des solutions. Tant qu'on n'est que sur des indicateurs, des problèmes et une vision impact, ça percole pas. Il faut voir ce que ça amène à l'entreprise. Et c'était aussi là ce que j'essayais de dire sur le fait de partir des enjeux de l'entreprise, de pas regarder l'impact, donc de pas regarder seulement les enjeux pour la biodiversité, pour la planète, mais de regarder les enjeux pour l'entreprise et ce qui est à risque pour l'entreprise et pour la résilience ou pour sa robustesse sur le long terme. C'est aussi nous des choses qu'on utilise à la fois dans le dialogue et dans la conduite de nos missions. J'ai oublié quelque chose. En complément, montrer aussi les causalités en fait. Montrer qu'il y a des impacts et que ces impacts à tel ou tel endroit, ils provoquent un certain nombre de mises en mouvement qui vont impacter la capacité de l'entreprise à produire et à vendre. Et il y a un principe que tous les commerces comprennent, c'est le pas de bras, pas de chocolat. On comprend que quand il n'y a plus de matières premières critiques, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de production. Ça, tout le monde, quel que soit le niveau de culture sur la nature, l'écologie, tout le monde le comprend. Et du coup, là, on reboucle sur le Nexus du cacao et on va s'arrêter là parce que le temps est fini.